Et l'actualité terrible du moment, Benjamin, puisque hier le père Olivier Maire a été assassiné alors que le meurtrier présumé, un Rwandais de 40 ans, était sous contrôle judiciaire. Contrôle judiciaire aussi pour le meurtrier de Shainez Bouta le 4 mai dernier à Mérignac. 31 ans et mère de 3 enfants brûlés vifs par son ex-compagnon et bien d'autres faits divers atroces qui nous posent encore aujourd'hui la question du contrôle judiciaire. Et c'est justement notre question du jour. A-t-on un problème en France avec la question du contrôle judiciaire? Nous recevons pour en parler avec nous Céline Mamelin, vice-présidente de l'USM, l'Union syndicale des magistrats, et Pascal Neveu, psychanalyste. Bonjour et bienvenue à vous deux. Bonjour à vous deux. Et merci d'avoir accepté de débattre avec nous ce matin sur Sud Radio, de nous informer aussi sur certains points, puisque ce sont des dossiers, pour le coup, il faut être précis, technique, parfois. Avant de donner la parole à Pascal Neveu, j'aimerais qu'on revienne déjà sur la polémique lancée dès hier par notamment l'extrême droite et une partie de la droite au sujet du profil du meurtrier présumé. Un Rwandais sans papier, débouté du droit d'asile à plusieurs reprises, mis en examen pour l'incendie de la cathédrale de Nantes en 2020, c'était l'été dernier. Il faisait l'objet par ailleurs d'un arrêté d'expulsion. Céline Mamelin, sur la question du droit, uniquement du droit, est-ce qu'il était possible de renvoyer cet homme alors qu'il était sous contrôle judiciaire ? Alors, il n'y a pas de texte en réalité qui interdise d'expulser une personne placée sous contrôle judiciaire. Seule la détention, vous le comprendrez logiquement, ne permet pas l'expulsion, sauf et de l'intérêt le plus souvent, et c'est ce qui est pratiqué dans des affaires notamment relativement graves, ce qui était le cas ici puisqu'il s'agissait de l'incendie d'une cathédrale, sauf qu'il est de l'intérêt que la personne soit jugée pour les faits en France, et donc bien évidemment dans ces cas-là, il n'est pas expulsé puisqu'il est placé sous mesure judiciaire, et donc on attend, dans l'intérêt que le procès ait lieu, dans l'intérêt à la fois pour que cette personne soit défendue, que les droits de la défense soient exercés, mais également pour que les victimes, donc qui deviennent partie civile au procès, puissent également faire valoir leurs droits. Il est donc tout à fait logique et dans l'intérêt de la justice que cet individu soit jugé en sa présence. Donc bien évidemment, dans la mesure où il était sous contrôle judiciaire, il est certain que le choix n'a pas été fait de l'expulser. L'autre question qui se pose également, c'est d'un côté on a la détention provisoire, de l'autre le contrôle judiciaire. Globalement, Céline Mamelin, comment décide-t-on en général de privilégier l'un ou l'autre? Est-ce qu'en droit français, le contrôle judiciaire prévaut à la détention provisoire ou l'inverse? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que notre procédure pénale nous invite à utiliser la détention provisoire en ultime recours. Cela a été le cas, puisque je vous rappelle que je ne crois pas me tromper en me disant qu'il a été placé, je crois, 10 mois en détention provisoire. Donc, la mesure la plus grave a quand même été prise dès le début. Il a ensuite été placé sous contrôle judiciaire. Je crois savoir aussi qu'il rencontrait des troubles manifestement psychologiques, voire même psychiatriques, puisque à sa sortie de détention, il a été hospitalisé en milieu psychiatrique. Peut-être ce choix a-t-il été fait justement de le sortir de détention parce que son profil ne le permettait plus. Et puis, je rappelle que la détention répond à des critères très précis qui peuvent, au bout d'un certain nombre de mois, ne plus être remplis. Et donc, bien évidemment, dans ce cas, le critère qui doit être pris en compte, c'est la liberté avant, effectivement, la détention. Et notamment dans ce cas où il avait reconnu les faits, où probablement il n'y avait pas de pression sur des témoins puisqu'il n'y avait pas de témoins, où il y avait aussi un hébergement d'assurés, eh bien, toutes les conditions pour mettre fin à la détention provisoire ont pu être considérées comme ayant été réunies. Et c'est notre droit, c'est notre procédure qui nous invite en tout cas à privilégier toute autre mesure que la détention provisoire, qui est une atteinte à la liberté d'aller et venir. On l'aura compris. Pascal Neveu, je rappelle, vous êtes psychanalyste. L'homme qui s'est rendu hier a été dans un premier temps placé en garde à vue rapidement levé pour finalement l'hospitaliser en unité psychiatrique. C'est quoi le but dans ce cas-là? C'est d'expertiser un petit peu sa santé mentale déjà, ou alors c'est l'aveu qu'on a déjà une santé mentale très dégradée, donc qu'on a une nécessité de soins de toute urgence? Alors, je ne connais pas son dossier, mais on peut imaginer, quoi qu'il en soit, qu'il y ait des troubles de la personnalité, des troubles psychiatriques qui soient assez importants. Il ne faut pas oublier qu'en France, on a quand même tout de même 424 000 personnes qui sont hospitalisées en psychiatrie. Alors, je ne parle même pas des schizophrènes, et je ne veux pas du tout aborder sa problématique psychiatrique.
ça représente 1% de la population. Le seul petit souci, c'est que sur les 1% de cette population, on a 2-3% à peu près de ces personnes-là qui vont passer à l'acte. On est dans une période qui est assez fragile durant l'été, parce que vous savez que vous avez des soins qui doivent être donnés, et notamment des piqûres, hein, c'est très tendance en ce moment, en début de mois, des soins d'injonction, mais au mois d'août, on a des flambées, en tout cas schizophréniques et psychotiques assez importantes. Ça représente un petit pourcentage, mais néanmoins, on a ces gens-là qui peuvent passer à l'acte et justement commettre des actes assez concernants. Avec alors, des services justement dans les unités psychiatriques en plein été où il y a peut-être aussi un peu moins de monde. Il y a moins de monde, on est bien d'accord. Bon, ensuite, effectivement, il va y avoir toute la question de savoir si on est sur une altération ou une abolition de son discernement. Là, je laisse les magistrats et les avocats délibérer sur ces sujets. Mais ça, c'est très important pour la question de sa responsabilité. Bien évidemment, mais sauf qu'il a déjà commis visiblement, j'en sais rien, mais des actes. Il était, quoi qu'il en soit, mis en examen. Ouais. Ensuite, alors, je veux pas répondre à l'extrême droite, comme vous le disiez tout à l'heure, et très justement, qui dit que c'est un Rwandais, etc. On est sur tout à fait autre chose. Il ne faut pas oublier non plus que les Rwandais, quoi qu'il en soit, ils ont vécu, et on le sait parfaitement dans toutes les études psychologiques et psychiatriques, ils ont vécu des génocides énormes et qui les ont troublés énormément. Ça n'excuse absolument pas l'acte qu'il aurait commis hier, parce que ensuite... On vous a compris, mais disons qu'en tout cas sur la question de l'abolition de son distanciement ou de son état psychiatrique, ça peut jouer en tout cas. Mais c'est là où le législateur, mais surtout la société, va être très certainement, je vais pas dire infusive, mais va s'emballer un tout petit peu, parce que on dit sans cesse, mais voilà, il a un trouble psychiatrique, mais il doit être condamné, il doit être même guillotiné, si je puis dire. Pardonnez-moi l'expression. Mais non, le problème il est pas là. C'est qu'il faut expliquer un tout petit peu la raison psychologique, la raison psychiatrique également de son acte, parce que quoi qu'il en soit, vous savez, dans les cas de responsabilité ou d'irresponsabilité, il faut questionner la question du soigné, du criminel et de sa responsabilité. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a commis? Comment on rentre dans ce qu'on appelle, nous, une autopsie psychologique, c'est-à-dire on raisonne sur sa façon de penser. Et pourquoi il y a eu cette flambée au mois d'août, proche du 15 août également, alors que c'était quelqu'un qui était très croyant, qui participait à la vie communautaire également. Et c'est quoi la preuve de son altération mentale ou altération partielle? Et je pense que la magistrate qui discutait auparavant pourrait discuter sur ces sujets-là, qui sont débattus dans les tribunaux. On est dans un affaire criminel, on est dans une affaire beaucoup plus psychologique, psychiatrique. On est dans une désespérance psychiatrique en France. On est dans malheureusement mais Pascal sur cet homme-là, il avait quand même du coup été mis en examen sur l'incendie de la cathédrale de Nantes en juillet 2020. Il déclarait notamment dans un mail qu'il cherchait à faire fuir le diable. J'imagine qu'on avait déjà des éléments pour dire que psychiatriquement ou à défaut psychologiquement, il y avait un souci. Qu'est-ce qui fait que finalement on se rend compte que maintenant qu'il y avait un risque au niveau psychiatrique? Alors, je le connais absolument pas, donc je ne veux pas non plus établir du diagnostic. On sait que, en tout cas, dans des cas de schizophrénie, on va aborder le sujet, et la principale schizophrénie paranoïaque, en tout cas des délires schizophréniques, sont principalement des délires mystiques. Et qu'ils peuvent rentrer justement dans les entraves mystiques, et puis à un moment donné, péter un câble, et puis passer à l'acte. C'est ça le problème, en fait. Mais on ne peut pas les repérer. C'est-à-dire qu'on peut pas les repérer, on peut pas du tout les repérer à ce niveau-là. Non, pas du tout. Non, parce que ce sont
des gens qui contribuent effectivement à la communauté, qui contribuent à leur vocation, à leur foi également, qui peuvent duper également les autres. Et il n'y a que les psys, malheureusement, et j'en veux absolument pas aux prêtres, etc. En plus le pauvre qui est décédé, mais qui veulent faire du bien auprès de ces gens-là et qui ne repèrent pas la psychopathologie et la psychiatrie en fait de ces personnes. Alors en l'occurrence, il avait alerté, on le disait un peu plus tôt ce matin, les gendarmes fin juin, puisque c'est ce que nous indique le Figaro, puisque cet homme, ce Rwandais, avait fait part de son intention de vouloir quitter l'hébergement où il était. Donc il y avait quand même une alerte qui avait été lancée de la part de ce prêtre à l'égard des gendarmes. Céline Mamelin, je rappelle, vous êtes vice-présidente de l'Union syndicale des magistrats. Sur cette question, comment on juge de la dangerosité d'une personne qui est mise en examen et qui attend son procès, potentiellement du coup, justement sous contrôle judiciaire? Est-ce que on a à ce moment-là des expertises psychiatriques qu'on peut multiplier ou pas? Ça permet aussi de baser votre jugement là-dessus? Oui, tout à fait. Cela fait écho malheureusement à une affaire qui a défrayé la chronique récemment, à l'occasion du procès Halimi, où on est venu effectivement remettre en cause cette irresponsabilité pénale de façon un peu caricaturale à mon sens. Il faut replacer les choses toujours dans leur contexte. Ça vient d'être expliqué par Pascal Neveu, la maladie mentale est quelque chose de très difficile et parfois pas détectable. Nous nous entourons bien évidemment dans ce cas d'expertise psychiatrique, parfois de plusieurs expertises. Ça a été le cas pour le cas Halimi, puisque ça a été très, très difficile, très contesté. Plusieurs psychiatres se sont prononcés pour une irresponsabilité, tandis qu'un seul se prononçait pour une simple altération, mais quand même pour une altération. Dans le cas précis dont on ne peut pas parler, parce que bien évidemment on ne le connaît pas, ni Pascal Neveu ni moi, bien sûr. Si la responsabilité pénale est effectivement en cause, si la responsabilité pénale de cet individu est en jeu, le juge d'instruction désigne des experts. Il y a ensuite un débat lors d'une audience, donc où chacun peut débattre de cette responsabilité pénale, parce que je rappelle qu'en France, on ne juge pas les fous. Et ça, les citoyens doivent l'entendre. On peut très bien commettre un crime horrible en France et effectivement être considéré comme irresponsable pénalement parce qu'on est atteint d'une maladie mentale. On va continuer bien sûr d'en débattre avec vous, bien sûr. Céline Mamelin, je rappelle, vice-présidente de l'Union syndicale des magistrats, et Pascal Neveu, psychanalyste. Vous restez avec nous. On revient dans un instant. Vous continuez en tout cas de voter sur Twitter sur notre question, notre grand débat du jour. A-t-on un problème en France avec la question du contrôle judiciaire? Et puis vous nous appelez 0826 300 300. D'ailleurs, on a un auditeur qui sera avec nous dans quelques instants, juste après la pub. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, le grand matin, été 6h-10h. Benjamin Glaise, Marilyn Hérault. Voilà, on a fait le point sur votre voiture et franchement, ça va vous coûter bonbon. On a dû remplacer tout le cylindre. Ignoré. Et on a aussi dû réparer le refroidissement. Ignoré. Et changer le pied. Ignoré. Évitez les déboires financiers. Choisissez CarNext et adoptez une nouvelle façon d'acheter des voitures d'occasion. Avec 12 mois de garantie. CarNext. Des voitures de qualité en toute sérénité. Offre soumise à conditions, valable en France métropolitaine, voir sur carnext.com. Aldi est le numéro 1 de la satisfaction client 2021. Et vous, quoi de prévu cet été? Ce qui me fait vraiment trop plaisir, c'est de trouver des bons plans. Cap sur l'été avec Aldi. Profitez de toujours plus pour moins avec le paquet de papier toilette méga format de 20 rouleaux à 5,39 €. Et ça devrait vous plaire. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Étude Wizbill 2021, catégorie distribution alimentaire. Les magasins ouverts le dimanche le sont aussi le 15 août. Hors département 57 67 68. Disponibilité et informations sur aldi.fr. Sud Radio Béziers. 102.6. Sud Radio. Jusqu'au samedi 14 août chez Poltron et Sofa, c'est un véritable feu d'artifice sur les prix. Nous vous offrons jusqu'à 70% de remise sur nos derniers canapés et fauteuils en magasin. Alors, feu! Dernier jour, samedi, Poltron et Sofa à Authentica Qualita. Et voilà, qualité authentique, vérifiez conditions en magasin. Sud Radio, le grand matin, été 7h-10h. Benjamin Glaise, Marilyn Hérault. Avec notre grand débat qui continue sur Sud Radio. Bien sûr, parlons vrai à 9h20 avec cette question qu'on vous pose. A-t-on un problème en France avec la question du contrôle judiciaire? Ça fait suite bien sûr à ce drame qu'on a vécu hier et le meurtre d'un prêtre vendéen avec donc ce suspect, ce meurtrier suspecté qui était sous contrôle judiciaire. On vous pose cette question pour l'instant. Vous êtes 97%, l'écart qui grandit encore
à estimer qu'on a un problème en France avec la question du contrôle judiciaire. En tout cas, on continue d'en débattre avec Céline Mamelin, vice-présidente de l'Union syndicale des magistrats, et puis avec Pascal Neveu, psychanalyste, qui sont toujours avec nous, et puis avec vous aussi par téléphone, Marilyn. Oui, tout à fait, au 0826 300 300, on a eu pas mal de réactions, dont un auditeur, Ludovic de Charente, qu'on accueille. Bonjour Ludovic, vous voulez réagir sur ce sujet ? Bonjour Marine, bonjour Benjamin et bonjour à vos invités. Charente-Maritime, pour être précis. Charente-Maritime, ben voilà. C'est précis. On rajoute, on précise. Allez-y Ludovic, quelle est votre réaction ? Oui, alors ma réaction, moi j'ai plusieurs réactions d'un point de vue judiciaire ou quelque part où le législateur doit également agir pour protéger les Français. Ça c'est quelque part il y a une faillite quelque part. Sur la responsabilité pénale, on peut se souvenir également du meurtre des infirmières à Pau en 2007 où Nicolas Sarkozy avait à l'époque parlé de remettre en question la responsabilité pénale. Justement, et j'avais deux questions pour Pascal Neveu, qui est un expert, même s'il a répondu partiellement. Allez-y. Il semblerait que l'auteur du crime, donc, ait fait l'objet d'un séjour en hôpital psychiatrique en juillet, connaissant son passif. Bon, ben voilà, comment se fait-il que sa dangerosité ne soit passée inaperçue? Et la deuxième question, malgré sa religion chrétienne, parce qu'apparemment il était chrétien, le fait d'avoir profité de la bonté de la charité chrétienne, pourquoi s'en prend-il à l'Église quelque part et à ceux qui le protègent? Alors, déjà Pascal Neveu, sur cette question du passage à l'acte, comment on peut l'expliquer psychiatriquement finalement? Alors, ça va me demander une heure de cours. Hein. C'est vrai qu'on a, pour être honnête, on a un peu moins de temps, mais bon, alors faites au mieux. Je vous rappelle simplement des chiffres. Je vous rappelle des chiffres. Oui. Simplement, en 2020, on a eu à peu près 50 000 expertises psychiatriques et 40 000, un petit peu moins de 40 000 expertises psychologiques ont été menées. Le seul problème, c'est que dans ces domaines-là, on a de moins en moins d'experts et des experts qui sont à la fois sous-payés ou qui veulent se faire payer. Et donc, on en arrive à des dérives, moi que je constate, et puis surtout que, alors il y a des gens très bien, on est bien d'accord, hein, mais en tout cas que je condamne, mais formellement. Et c'est là où la justice, elle a un travail énorme à fournir de manière à réguler justement ces expertises. Il y en a moins pour des questions de moyens, c'est ce que vous dites? Ah ouais, totalement. D'accord. Et alors, le problème énorme, et là pour répondre à la question fondamentale, c'est pas parce que, justement, vous voyez, alors, pour répondre à... C'est Ludovic, hein, c'est ça? Ludovic, donc, exactement. Ouais, c'est ça. De Charente-Maritime. C'est ça. Et pour répondre à Ludovic, vous savez, on a énormément de pédophiles également dans le milieu des enseignants, dans le milieu des éducateurs, etc. Donc le milieu, si vous voulez, il peut réellement cristalliser également des pathologies et puis les faire flamber à un moment donné. Alors c'est très limite ce que je suis en train de vous dire, c'est très psychologique et psychopathologique, mais là, il faudrait une heure de cours, si vous voulez. En tout cas, non, on aura compris. Effectivement, juste sur le passage en hôpital psychiatrique en juillet, est-ce que ça aurait pas dû alerter la justice? Je poserai la question d'ailleurs à Céline Mamelin dans un instant. Allez-y, Pascal Neveu. On est totalement d'accord. Mais le problème, c'est que voilà, ils n'ont pas le temps. Ils font ça à toute vitesse. Moi, c'est pas que je les défends, pas du tout, hein, parce que malheureusement, ça engrange ce qui s'est passé actuellement. Il faut pas oublier non plus, si vous voulez, que on a, si on résume les chiffres, ok, on a 600 000 à peu près schizophrènes en France qui vont passer à l'acte, mais la moitié, en fait, ils se suicident. Oui, bah oui. Ouais. Ça fait quand même 300 000. Hein. Ouais. Et c'est énorme. Et c'est là où, quoi qu'il en soit, en fait, la psychologie, la psychiatrie, c'est un parent pauvre de la maladie dans notre France. Et il faudrait absolument, parce que malheureusement on est totalement dédouané, malheureusement
on n'est pas des parias, mais en tout cas les patients sont des parias parce que la maladie mentale c'est quelque chose qui est absolument injecte, ça fait peur, etc. Et on les prend pas en considération. Alors que justement c'est considérable parce qu'une vie c'est quand même quelque chose de central, et puis on ne devrait pas en arriver à des actes aussi abominables, et surtout sur des cas qui relèvent du mythique, et voilà, de passer à l'acte. On le voit très bien malheureusement. Céline Mamelin, même question, vice-présidente, je le rappelle, de l'Union syndicale des magistrats. On entendait la réaction de Ludovic, notre auditeur, qui nous parlait à l'instant de la question de ce passage en hôpital psychiatrique en juillet dernier. D'habitude, est-ce que c'est pas un signal d'alerte pour la justice, justement, ce passage en hôpital psychiatrique? C'est surveillé à ce niveau-là? J'allais vous dire, si la personne qui est mise en examen est hospitalisée en milieu psychiatrique, la balle n'est plus dans le camp du judiciaire, malheureusement. Elle est effectivement dans le camp psychiatrique. Elle n'est pas dans notre camp. Donc on est relativement démunis. Je ne sais pas si cet individu, en l'espèce, lorsqu'il est sorti, avait l'obligation, par exemple, de faire des soins. Je n'en sais rien. On ne connaît effectivement pas. Il avait une obligation. Voilà, il avait une obligation de soins. Donc la justice. Le seul petit souci, c'est que lorsque vous avez des patients qui viennent chez nous, ils viennent mais pour 5 minutes, simplement pour récupérer une attestation. On est totalement démunis au niveau de la psychiatrie. Céline Mamelin, oui. Pour rebondir sur ce que disait Pascal Neveu. Il peut effectivement arriver que certains ne prennent pas malheureusement, je dirais, au sérieux les soins qui leur sont imposés. Là, je ne sais pas en l'espèce ce qu'il en était. En tout. Oui. Nous ne maîtrisons pas ce contenu des soins, la fréquence des visites, etc. À une époque également, il nous était répondu que dès lors que la démarche n'était pas volontaire, on ne pouvait pas forcer des gens à engager des soins. Fort heureusement, cela a beaucoup évolué et maintenant il y a véritablement un suivi des personnes qui ont des troubles. Je crois que cet individu d'ailleurs avait pas mal de troubles. J'ai entendu un témoignage ce matin qui nous disait qu'effectivement il avait vécu beaucoup de choses difficiles, puisqu'il avait une famille notamment impliquée dans le génocide au Rwanda. Donc on peut imaginer que c'était effectivement quelqu'un de très perturbé, mais qui pouvait donner illusion. Mais c'est vrai que nous sommes toujours très démunis face à la maladie mentale qui traverse des méandres très, très divers et il est parfois évident. Et on ne peut pas connaître, malheureusement, le passage à l'acte est toujours très, très, très soudain, imprévisible. C'est un peu comme une personne, effectivement, qui attente à ses jours. Quelque chose, tout le monde ne dit pas qu'il va attenter à ses jours. De la même façon, les gens ne disent pas qu'ils vont probablement aller tuer quelqu'un. S'ils sont dans une crise mystique, nous ne pouvons absolument pas prédire. Et je pense que malheureusement, même les psychiatres sont un peu démunis vis-à-vis de ça. Et ils ne peuvent pas prédire le passage à l'acte. Et le contrôle judiciaire, si on veut en venir sur la sphère judiciaire, qui est mon domaine, le contrôle judiciaire n'est effectivement pas une surveillance 24 heures sur 24. Ça là, il devait pointer à 2 reprises par mois, c'est ça. Voilà, 2 reprises par mois. Oui, mais ça sert à rien. Il avait aussi s'il vous plaît, Pascal Neveu, on termine juste avec Céline Mamelin. Il avait un hébergement et effectivement, ça n'est pas une mesure qui est privative de liberté totale. Seule la détention est une mesure de privation de liberté. Il y a également le bracelet électronique. Ça n'a pas été le choix parce que probablement à l'époque, les choses n'avaient pas atteint cette ampleur. Il n'était absolument pas prévisible. On ne passe pas d'un incendie volontaire à un homicide volontaire. Il n'y a pas de logique, il n'y a pas nécessairement de cohérence. Cette personne n'avait pas nécessairement auparavant fait parler d'elle. Donc, je veux dire, la boule de cristal ne fait pas partie du matériel ni du psychiatre ni du juge. Céline Mamelin, vice-présidente de l'Union syndicale des magistrats. Pascal Neveu, psychanalyste, vous restez avec nous. On conclut ce débat juste après la pub avec cette question du jour. On vous la rappelle, on vous la pose sur Twitter et puis vous nous appelez au 0826 300 300. A-t-on un problème en France avec la question du contrôle judiciaire? Pour l'instant, vous continuez de répondre oui, très majoritairement. Restez avec nous sur Sud Radio. On revient dans un temps de grand matin été. Sud Radio, il est 9h31. On continue le débat autour de la question du jour. A-t-on un problème en France avec la question du contrôle judiciaire suite à l'actualité d'hier et du meurtre de ce prêtre en Vendée? Nos invités, Céline Mamelin, vice-présidente de l'USM, l'Union syndicale des magistrats, et Pascal Neveu, psychanalyste. Oui, je voudrais juste faire réagir de nouveau Céline Mamelin sur la question entre contrôle judiciaire et détention provisoire. Vous nous avez dit que la détention provisoire dans le droit français, c'était qu'en dernier recours.
cours. J'imagine que c'est un équilibre qui a été difficile à trouver entre les deux. Je pense notamment à l'affaire d'Outreau qu'on a pu vivre et cette question de la détention provisoire qui avait été remise en cause parce qu'on avait des personnes finalement innocentées qui étaient restées longtemps en détention provisoire. C'est-à-dire que aussi on s'adapte petit à petit sur cet équilibre-là entre d'un côté le contrôle judiciaire et la détention provisoire. C'est difficile à trouver comme équilibre. Alors, je ne sais pas si c'est un équilibre à trouver. En tout état de cause, c'est surtout que le curseur se déplace en fonction des faits divers. Et c'est ça qui est tout simplement impossible pour nous, magistrats, à accepter. Et c'est que sans arrêt, en réalité, en fonction de l'actualité, la sphère même politique, au-delà même des citoyens, revient à mettre en cause des textes qu'ils ont eux-mêmes fait voter. Vous avez effectivement bien fait de rappeler le débat qui s'en est suivi au moment de l'affaire d'Outreau. La détention provisoire a été honnie à l'époque et on a même prévu d'ailleurs de faire une collégialité, chose qui a été largement abandonnée. Jamais la collégialité, c'est-à-dire plusieurs juges qui décident d'une mise en détention, ça n'a jamais été appliqué. Et maintenant, on en est resté à un seul juge qui décide de la détention d'un individu, ce qui est quand même une des décisions les plus graves que l'on puisse se faire, que l'on puisse prendre lorsqu'on est magistrat. Et selon en réalité le fait divers, à chaque fois, effectivement, c'est toujours le même débat. Je le rappelais tout à l'heure, ça peut choquer, mais effectivement, nous n'avons pas dans notre arsenal judiciaire une boule de cristal ou du marc de café dans lequel nous pouvons lire pour savoir si des faits de nouveau vont être commis. C'est quelque chose qui est très difficile d'appréhender et il faut que les gens acceptent d'entendre cela de la part des magistrats, mais aussi des hommes politiques. Et la sphère politique doit arrêter de faire de la surenchère. Je vous rappelle qu'on est aussi en période malheureusement préélectorale et donc comme le débat sécuritaire revient sur le devant de la scène. Il est très dommage qu'on ne rappelle pas les textes. Et les textes, c'est qu'effectivement, la détention provisoire doit rester exceptionnelle. On nous a même invités au moment du début de la crise sanitaire, je le rappelle également, à sortir le plus possible des personnes des prisons, à vider les prisons parce qu'il y avait le risque d'une propagation de l'épidémie. On constate depuis d'ailleurs que les prisons de nouveau se remplissent. On nous fait des procès en laxisme alors que la France, malheureusement, est pointée du doigt pour ses conditions de détention indignes régulièrement, qu'en réalité, les condamnations sont globalement, depuis 10 ans, plus sévères et plus longues. Bon, là, on dépasse bien sûr le débat de la détention provisoire. Ce que je veux vous dire, c'est que la prison n'est pas nécessairement la réponse en soi et qu'on ne peut pas non plus prédire que demain, vous n'aurez plus jamais malheureusement, un meurtre ou un crime commis. Ça n'est pas possible de laisser croire aux gens que nous allons vivre dans une société sans crime. Je n'ai absolument pas de ma part une acceptation du fait qui s'est produit hier, qui est une abomination, bien évidemment. On l'aura compris, bien sûr. Voilà, ça ne veut pas dire ça. Je suis autant bouleversée que peuvent l'être la plupart des citoyens. Simplement, nous sommes magistrats, nous prêtons un serment, nous appliquons des textes que nous ne votons pas d'ailleurs, je vous signale, qui sont votés par les hommes politiques. D'ailleurs, on a des auditeurs sur Twitter qui font plutôt référence aux législateurs, aux décisions politiques plutôt qu'à la justice aussi. Tout à fait. Donc là, l'option qui est prise, c'est une option qui est effectivement la détention provisoire doit être pratiquée en dernier lieu. Et je le répète, dans ce dossier d'ailleurs, elle a été appliquée pendant 10 mois. Est également encadré dans des délais et au bout d'un certain temps, on ne peut plus laisser de toute façon les personnes en détention provisoire. On est quasiment obligé de, par les textes, de les libérer. Est-ce choquant? Je ne sais pas, ce n'est pas à moi à répondre à cette question. C'est choquant quand on sait qu'un crime ensuite a été commis, mais quand dans 99% des cas, aucun autre fait n'est commis, on se dit finalement c'était la bonne décision. Donc on revoit les choses sur le prisme du fait qui a été commis ensuite. Mais ça n'est pas la bonne façon, si vous voulez, de procéder. De manière générale, le contrôle judiciaire fonctionne plutôt bien et lorsqu'il ne fonctionne pas bien, eh bien on remet les gens en détention. Lorsqu'il y a effectivement un contrôle judiciaire qui n'est pas respecté, il faut savoir que la détention, c'est effectivement la sanction qui existe derrière. Donc arrêtez à chaque fait divers de revenir mettre en question des textes qui ont été largement débattus, qui ont été remaniés depuis longtemps, qui n'ont peut-être pas non plus d'ailleurs été correctement mis en place jusqu'au bout. Quand je vous parle de la décision de la détention qui devrait peut-être être confiée à plusieurs juges, eh bien le choix politique, ça a été qu'il aurait fallu augmenter le nombre de magistrats. Et on sait très bien qu'en France, on ne peut pas malheureusement se permettre de monopoliser 3 juges pour
décider d'un débat sur la détention provisoire. Or, pour autant, c'est ce que tout le monde s'accordait à dire après cette affaire d'Outreau. Pascal Neveu, pour conclure, hein, en quelques mots rapidement, puisque le temps passe très vite, pour rebondir sur ce que disait à l'instant Céline Mamelin, est-ce que au niveau on va dire psychiatrique, est-ce que la détention provisoire peut faire plus de mal que le contrôle judiciaire? Je parle non seulement pour la personne concernée, mais aussi pour la société. Alors, sur ce point-là, je suis pas expert, donc ça, je peux pas vous le dire. Il faudrait que je vous donne les coordonnées d'amis psy. Je veux dire deux choses très rapidement. On a eu, durant le confinement, 30% d'urgences psychiatriques supplémentaires. Mais ensuite, il faut pas non plus négliger les parlementaires. Les parlementaires travaillent sur ces sujets. Il y a des propositions parlementaires, notamment au niveau du Sénat. Je vais pas vous les citer. C'est les propositions 17, 18, 19, 20 qui sont hyper intéressantes de manière à faire évoluer justement le monde magistral, si je puis dire, et le monde psychiatrique par rapport à la prise en charge prioritaire de ces détenus entre guillemets qui sont atteints de troubles psychiatriques et de manière à éviter qu'il y ait ce genre de drame. Merci en tout cas à vous deux. Merci d'avoir accepté de débattre avec nous ce matin sur Sud Radio. Merci pour vos éclairages. Pascal Neveu, psychanalyste, et puis Céline Mamelin, vice-présidente de l'Union syndicale des magistrats. Bonne journée à vous et merci encore d'avoir participé à ce débat. On va conclure justement les résultats de ce vote sur Twitter avec cette question. On la rappelle, a-t-on un problème en France avec la question du contrôle judiciaire? On réagit bien sûr à l'actualité dramatique hier, à ce meurtre d'un prêtre du côté de la Vendée. Ça a voté. Marilyn, oui, 97% de oui. En tout cas, grosse majorité d'entre vous à dire que oui, on a un problème avec ce contrôle judiciaire en France. Merci en tout cas à tous d'avoir participé à ce débat, que ce soit sur Twitter, au 0826 aussi 300.